Un homme sans rien. Le soir où j'ai remis les clés de mon appartement à l'huissier, il faisait un froid de janvier qui entrait par les interstices de la fenêtre du couloir depuis 3 semaines. L'huissier avait 45 ans, une écharpe bordeaux, et il ne m'a pas regardé dans les yeux une seule fois. Il a pris les clés, il a signé son formulaire, et il est parti. J'avais 31 ans, 92 € sur mon compte, un sac de sport contenant 3 t-shirts, 2 pantalons, un rasoir et le carnet dans lequel j'écrivais depuis l'âge de 17 ans. Tout le reste avait été saisi. Le canapé, la télévision, la table, même les 2 chaises de cuisine que j'avais achetées 5 € chacune à la brocante du quartier. Saisi. Ce mot-là, dans la bouche de la justice, signifie que les objets reprennent leur liberté et que c'est vous qui perdez la vôtre. Mais ce que ni l'huissier ni le formulaire ne pouvaient saisir, c'était ce que j'avais dans la tête. Et cette nuit-là, debout dans un appartement vide qui sentait encore la poussière et ma vie d'avant, j'ai compris que c'était la seule chose qui comptait vraiment. Je ne savais pas encore que 5 ans plus tard, je serais à la tête d'une entreprise qui pesait 8 millions d'euros. Mais je savais, avec cette certitude froide et têtue des gens qui ont tout perdu et qui n'ont plus rien à protéger, que je n'en avais pas fini. Mais pour comprendre comment on arrive à ce genre de soir, il faut reprendre depuis le début. Depuis Roubaix, la ville grise, la ville qui fait tout pour décourager ses enfants de rêver trop grand. Je suis né à Roubaix en 1982, dans un appartement du quartier de l'Alma, un de ces quartiers où les façades des immeubles ont la couleur de la résignation et où les enfants apprennent très tôt 2 choses contradictoires, que le monde existe ailleurs et qu'ailleurs c'est pour les autres. Mon père, Karim Ben Saïd, était arrivé d'Algérie à 22 ans avec une valise et un diplôme de technicien en électricité que personne en France n'avait jamais voulu regarder vraiment, parce qu'il avait un accent et un nom qui sonnaient moins bien que Dupont ou Martin sur un curriculum vitae. Il avait fini par trouver du travail dans une usine textile, l'une des dernières à fonctionner encore dans le bassin roubaisien, et il y était resté 20 ans, ponctuel, efficace, invisible. Ma mère, Nadia, faisait des ménages chez des particuliers dans les quartiers résidentiels de Marc-en-Barœul. Elle partait à 6 h du matin avec son sac de produits et ses gants en caoutchouc, et elle rentrait à 7 h du soir avec des mains rouges et ce silence particulier des gens qui ont passé leur journée à nettoyer la vie des autres. Nous étions 3 enfants. Moi, l'aîné. Ma sœur Samira, de 3 ans ma cadette. Mon frère Yacine, de 7 ans mon cadet, le petit dernier que mes parents appelaient le soleil parce qu'il était né en août lors d'un été exceptionnellement chaud et qu'il avait conservé quelque chose de cette luminosité dans le caractère. L'appartement avait 3 chambres, si on comptait le couloir qu'on avait séparé avec une cloison en contreplaqué pour que Yacine ait son espace. Les nuits d'hiver, on entendait le vent passer sous les portes. Ma mère bourrait les interstices avec de vieux torchons. C'était sa façon de tenir le froid à distance, non pas en réparant ce qui était cassé, mais en comblant les failles avec ce qu'elle avait sous la main. J'ai appris beaucoup de choses de ma mère. Cette façon-là d'improviser, de bricoler des solutions avec des moyens de fortune, c'est elle qui me l'a transmise. Elle ne savait pas qu'elle m'enseignait quelque chose d'essentiel sur l'entrepreneuriat. Moi non plus, à l'époque. À l'école primaire, j'étais ce qu'on appelle un élève moyen, ce qui dans l'éducation nationale française est une façon polie de dire qu'on ne sait pas quoi faire de vous. Ni assez bon pour être encouragé, ni assez mauvais pour être suivi. J'existais dans cette zone grise de la moyenne scolaire, où les professeurs ne retiennent pas votre prénom avant le mois de novembre. Ce n'est pas que je n'étais pas intelligent. C'est que l'école demandait une forme d'intelligence que je n'avais pas encore appris à mobiliser. J'étais curieux, mais pas de la façon qu'on valorise dans les classes. Je voulais savoir comment les choses fonctionnaient, pas pourquoi elles existaient. J'ouvrais les appareils électroménagers pour regarder à l'intérieur. Je démontais les serrures. Je passais des heures à observer comment mon père réparait les prises électriques avec cette précision tranquille de quelqu'un qui a appris que les erreurs d'électricité peuvent tuer, et qu'il vaut mieux prendre le temps. Le collège a été une révélation, mais pas dans le bon sens. À 12 ans, j'ai compris pour la première fois de façon consciente et douloureuse que la société française fonctionnait avec des portes, et que certaines de ces portes étaient plus facilement ouvertes selon là d'où vous veniez, selon le nom que vous portiez, selon l'adresse que vous mettiez sur vos formulaires. Je ne parle pas de racisme au sens spectaculaire du terme, pas d'insultes, pas de violence explicite. Je parle du racisme invisible, du racisme administratif, du racisme des sourcils légèrement levés face à un nom à consonance étrangère sur une liste de candidatures. Mon père me l'avait expliqué un soir, simplement, comme on explique une règle de jeu qu'on n'a pas choisie mais à laquelle on est obligé de jouer. Dans ce pays, mon fils, tu dois être 2 fois meilleur pour être considéré à égalité. Ce n'est pas juste. Mais c'est comme ça. Alors tu travailles 2 fois. J'avais rangé cette phrase quelque part dans un endroit de ma tête auquel j'accédais souvent sans le savoir. Elle deviendrait, des années plus tard, une de mes règles de conduite les plus fondamentales. Le lycée a changé ma trajectoire, grâce à un homme. Monsieur Delacour, professeur de sciences économiques et sociales, un type de 50 ans avec une barbe grise en désordre et des yeux bleus qui vous regardaient comme si vous étiez la seule personne dans la salle.
Il avait cette capacité rare de rendre les idées économiques concrètes, de les raccorder à la réalité vécue des gens, de montrer comment les mécanismes abstraits des marchés et des institutions se traduisaient dans les vies ordinaires. Un jour, il avait posé une question à la classe. Qu'est-ce qui distingue quelqu'un qui crée de la richesse de quelqu'un qui en reçoit? La classe avait répondu des choses convenues, le talent, la chance, les diplômes. Delacour les avait toutes écoutées et avait finalement dit « Aucune de ces réponses n'est fausse. Mais aucune n'est suffisante. Ce qui distingue celui qui crée, c'est qu'il a appris à voir un problème là où les autres voient juste une situation. » Cette phrase m'avait traversé comme un courant électrique. J'avais levé la main et j'avais dit « Monsieur, est-ce que ça veut dire qu'on peut apprendre à créer ?» Il m'avait regardé avec cette expression particulière qu'ont les professeurs quand un élève dit quelque chose qui les surprend. Oui, Ben Saïd. Exactement ça. Après le bac, un bac professionnel en électrotechnique, parce que c'était la filière réaliste, celle qui menait à un emploi, celle que les conseillers d'orientation recommandaient aux enfants de l'ALMA sans leur poser la question de ce qu'ils voulaient vraiment, j'avais trouvé un emploi d'électricien dans une petite entreprise de travaux. 3 ans de travail, des chantiers dans toute la métropole lilloise, des journées à étendre des câbles dans des constructions neuves et à rénover des tableaux électriques dans des bâtiments anciens. Le travail était physique et répétitif, mais j'aimais sa logique implacable. L'électricité ne ment pas. Soit le circuit fonctionne, soit il ne fonctionne pas. Il n'y a pas d'intermédiaire, pas de place pour la vague approximation. J'aimais aussi le fait qu'on voyait immédiatement le résultat de son travail, l'ampoule qui s'allume, le tableau qui répond, la prise qui donne du courant. Cette immédiateté du résultat était une récompense en elle-même, un antidote à l'invisibilité de ma position sociale. C'est pendant ces 3 années que j'avais rencontré Thomas. Thomas Michaud, mon meilleur ami et, plus tard, associé, compagnon de route et frère de combat. On s'était croisés sur un chantier à Villeneuve-d'Ascq, lui travaillait pour un plombier, moi pour l'électricien. On avait mangé notre sandwich assis sur des parpaings au soleil d'octobre, et on avait parlé pendant 1 heure de choses qui n'avaient rien à voir avec le chantier, des films, de la musique, de ce qu'on voulait faire dans 5 ans. Thomas avait 24 ans, les cheveux blonds roux et cet enthousiasme légèrement irresponsable qui caractérise les gens qui croient vraiment que les choses peuvent changer si on les décide. Il m'avait regardé ce jour-là et il avait dit « Tu ne vas pas rester électricien toute ta vie, toi. » Ce n'était pas une question. Non, avais-je répondu. Et toi? Moi non plus. On avait fini nos sandwichs en silence. C'était suffisant comme conversation. Il y avait aussi Mehdi, mon voisin de palier de l'époque, un homme de 30 ans qui réparait des voitures dans la rue parce qu'il n'avait pas les moyens d'un garage, avec une habileté mécanique qui forçait le respect. Mehdi m'avait dit un soir, appuyé contre le capot d'une Clio qu'il remontait à la lumière du réverbère. Le problème avec les gens d'ici, c'est pas qu'ils manquent de talent. C'est qu'ils manquent de quelqu'un qui leur dit que le talent suffit. Je pensais souvent à cette phrase. Je pensais à tout ce qui dormait dans ce quartier, dans ces rues, dans ces familles que la pauvreté maintenait à distance d'elles-mêmes. À 25 ans, j'avais quitté l'entreprise d'électricité pour créer ma propre micro-entreprise de dépannage électrique. Pas une vraie société, pas de locaux, pas de salariés, juste un van d'occasion, une caisse à outils complète achetée d'occasion sur le Bon Coin et des cartes de visite imprimées à 50 centimes pièce dans une papeterie du centre-ville. Mon premier client était un restaurateur tunisien du quartier de Ouazem à Lille, qui avait besoin de refaire l'installation électrique de sa cuisine professionnelle. 2 jours de travail pour 700 €. J'étais ressorti de là avec l'argent dans la poche et quelque chose dans la poitrine que je n'avais pas encore su nommer. La fierté d'avoir généré de la valeur par moi-même, sans intermédiaire, sans patron pour valider que j'en étais capable. Les 2 premières années avaient été acceptables. Pas prospère, je ne payais pas de charges sociales correctement. Je ne comprenais pas bien le fonctionnement des cotisations auto-entrepreneurs. Je sous-facturais parce que j'avais peur que les clients partent si les prix étaient trop élevés. Mais j'avais du travail, j'avais du bouche à oreille dans le quartier, et j'avais l'impression d'avancer. C'est la 3e année qui avait tout déréglé. Un gros client s'était présenté, le gérant d'une résidence de 15 appartements qui avait besoin d'une rénovation électrique complète. Un contrat de 45 000 €, le plus gros de ma courte carrière. J'avais sous-traité une partie des travaux à 2 électriciens indépendants que je connaissais, j'avais commandé le matériel, j'avais commencé les travaux. Et puis le gérant avait disparu. Plus de réponses aux mails, plus de réponses aux appels. Quand j'avais finalement réussi à le joindre, 6 semaines après le début du chantier, il m'avait expliqué, avec ce calme de quelqu'un qui a préparé sa réponse, que la société de gestion était en liquidation judiciaire et qu'il était désolé mais que je pouvais me retourner contre le liquidateur si je le souhaitais. J'avais raccroché. Les mains ne tremblaient pas. C'est après, quand j'avais posé le téléphone sur la table, que j'avais senti le sol se dérober, pas de façon dramatique, mais comme quelque chose qui lâche doucement, qui cède sous le pied sans bruit. J'avais dû payer les 2 sous-traitants de ma poche. J'avais payé le matériel que je n'avais pas pu retourner. J'avais les charges qui continuaient à tomber.
En 6 mois, les dettes s'étaient accumulées avec la régularité implacable des mauvaises nouvelles. L'URSSAF, le loyer, le van dont j'avais raté 2 mensualités, la carte de crédit que j'avais utilisée pour couvrir le matériel du chantier fantôme. C'est ainsi qu'on tombe dans le surendettement, pas en faisant des folies, pas en vivant au-dessus de ses moyens. En faisant confiance à quelqu'un qui ne le méritait pas. En n'ayant pas les réserves pour absorber un choc qu'on n'avait pas vu venir. La commission de surendettement de la Banque de France m'avait accordé un plan de remboursement. Ce plan signifiait 2 choses concrètes. Je ne pouvais plus ouvrir de compte bancaire normal et je ne pouvais plus emprunter. L'huissier était venu un mardi matin pour les meubles que j'avais achetés à crédit. Puis un deuxième huissier pour le van. Puis le propriétaire avait engagé la procédure d'expulsion pour les loyers impayés. Tout ça en 4 mois, avec la précision d'un système conçu pour être efficace et indifférent. Le soir où j'avais remis les clés de l'appartement, j'étais allé chez Thomas. Il habitait un 2 pièces à l'Île-et-Lem avec sa compagne de l'époque, une femme aimable qui m'avait fait de la soupe sans me poser de questions et qui était allée se coucher en laissant Thomas et moi à la table de la cuisine. Thomas avait sorti une bière. Je n'avais pas bu. Je regardais le carrelage de la cuisine. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» avait-il demandé directement, parce que c'était sa façon, jamais de préambule, jamais de ça va aller vide de sens. Je ne sais pas encore exactement, avais-je répondu. Mais je sais ce que je ne vais pas faire. Je ne vais pas recommencer pareil. C'est-à-dire, pareil, c'est travailler seul, sans argent de côté, sans structure, sans quelqu'un qui comprend les chiffres. J'ai perdu parce que j'étais un bon technicien et un mauvais gestionnaire. Les deux ne vont pas ensemble naturellement. Faut apprendre ou trouver quelqu'un qui sait. Thomas avait fait tourner sa bière entre ses paumes un moment. Il regardait la table, pas moi. C'était sa façon de réfléchir, baisser les yeux pour que les idées ne soient pas distraites par les visages. « Si tu recommences, je suis avec toi », avait-il dit. « Je suis plombier chauffagiste. Toi électricien. Ça fait déjà un socle. Il me faut 6 mois pour sortir du plan de surendettement et pouvoir ouvrir une structure légale. Alors on prépare ces 6 mois. » J'avais levé les yeux de mon carrelage. Thomas me regardait avec cette expression tranquille qu'il avait quand il avait pris une décision et qu'il n'y avait plus grand-chose à discuter. « Tu es sûr ?» avais-je dit. « Je t'ai dit que je reste pas plombier toute ma vie, non ?» J'avais dormi sur son canapé pendant 2 mois. Sa compagne, Élodie, ne s'était jamais plainte. Le matin, je me levais le premier, je pliais mon duvet, je faisais du café, et je m'installais avec mon carnet et mon téléphone pour travailler. Ces matins avaient une qualité particulière, une clarté un peu froide, silencieuse, avec la lumière qui entrait par les lames du store et le bruit des premiers tramways au loin. Dans ce silence d'avant la ville, j'avais l'impression que les idées étaient plus nettes, moins encombrées par le bruit du monde. Je notais des choses. Des structures d'entreprise, des projections, des listes de questions auxquelles je ne savais pas encore répondre mais que je posais par écrit parce que poser une question correctement, c'est déjà la moitié du travail pour y répondre. J'avais repris des missions ponctuelles d'électricien au noir, une honte administrative qui était une nécessité économique pour accumuler du liquide. Je lisais tout ce que je trouvais sur la gestion d'entreprise, le droit commercial, la comptabilité de base. Je n'avais pas Internet sur ordinateur, seulement le forfait de mon téléphone, et je téléchargeais des articles et des guides en PDF que je lisais le soir. La bibliothèque municipale de Lille, rue Malpart, est devenue mon bureau de jour. Table longue, silence réglementé, Wi-Fi gratuit, café pas cher en bas. J'y passais 4 à 5 heures par jour, à lire, à prendre des notes, à construire sur le papier ce qui n'existait pas encore dans la réalité. Parfois je levais les yeux et je regardais les autres usagers de la salle, étudiants, chômeurs, retraités, gens entre deux vies qui cherchaient quelque chose dans les livres ou sur leurs écrans. Je me sentais à ma place parmi eux. Ce sentiment-là, d'être à sa place dans un endroit de travail silencieux entouré de gens qui cherchent, m'avait accompagné dans toutes les phases difficiles qui suivraient. Il y a une dignité dans la recherche, même quand elle ne mène nulle part encore. Surtout quand elle ne mène nulle part encore. C'est à la bibliothèque que j'avais rencontré Nour. Nour Aïssaoui, comptable de formation, 30 ans, qui préparait un diplôme complémentaire en audit pour évoluer dans sa carrière et qui s'était assise en face de moi un mardi matin parce que c'était la seule table avec une prise électrique libre. Elle m'avait regardé mes notes un moment, pas indiscrètement, mais avec cette curiosité professionnelle de quelqu'un qui reconnaît ses propres outils, et elle avait dit à voix basse « Votre bilan prévisionnel a une erreur de catégorie à la ligne charge fixe. » Je l'avais regardé, surpris. « Vous voyez ça comment ? Parce que les frais de véhicule que vous avez mis là ne sont pas des charges fixes, ils sont variables selon l'activité. Ça fausse vos ratios. » J'avais regardé mes notes. Elle avait raison. « Merci », avais-je dit. Elle avait hoché la tête et était retournée à son propre travail. On avait reparlé 2 jours plus tard. Puis régulièrement.
Nour avait une façon de voir les chiffres qui n'était pas seulement technique, elle comprenait ce que les chiffres racontaient d'une entreprise, ce qu'ils révélaient et ce qu'ils cachaient. Elle avait accepté, pour un tarif symbolique en attendant que l'argent suive, de regarder les projections que Thomas et moi développions. Je ne vais pas travailler gratuitement, avait-elle dit avec une franchise directe. Mais je peux travailler pour peu si le projet a du sens. Elle avait regardé notre dossier pendant une semaine et était revenue avec cette page de commentaires serrés, dont les deux premières étaient une analyse des erreurs qui m'avaient conduit au surendettement. Ce n'était pas cruel. C'était chirurgical. Et c'était exactement ce dont j'avais besoin. 6 mois et 12 jours après la nuit des clés, la société Ampère Eco était créée. Le nom était de Thomas, qui avait un sens de l'humour légèrement plus développé que le mien. SARL au capital de 5 000 €, l'argent venait de mes économies reconstituées, de Thomas qui avait mis ses économies personnelles, et d'un prêt d'honneur de Initiative France, un réseau qui accompagne les créateurs d'entreprises sans ressources. Pas de locaux, on travaillait depuis le van de Thomas et on se retrouvait chez lui pour les réunions. Nour nous avait rejoints comme directrice administrative et financière à mi-temps, gardant son poste de salarié par sécurité. Quand vous aurez de quoi me payer correctement, on réévaluera, avait-elle dit. C'était honnête. C'était le genre de base solide sur laquelle on peut construire. La stratégie que nous avions définie était simple dans son principe et difficile dans son exécution. Ne pas répéter l'erreur de me positionner sur des gros contrats sans avoir la trésorerie pour absorber un défaut de paiement. Travailler d'abord sur des petits travaux, des particuliers et des petits commerces, avec paiement à la fin du chantier ou en 2 fois maximum. Construire la trésorerie lentement, sûrement, sans jamais s'exposer à un seul client qui représentait plus de 20% du chiffre d'affaires mensuel. Cette règle du 20%, c'est Nour qui l'avait formulée, lors d'une des premières réunions dans la cuisine de Thomas, un café à la main, les pieds sur une chaise parce qu'elle avait cette habitude décontractée qui contrastait avec la précision de son esprit. Un client qui représente plus de 20% de ton chiffre, c'est un client qui a du pouvoir sur toi. Et un client avec du pouvoir, c'est un risque systémique. J'avais noté cette phrase dans mon carnet. Elle est restée. La première année a été dure, honnêtement. Pas au sens dramatique du terme, nous avions du travail, nous payions nos charges, nous remboursions nos dettes. Mais dure au sens de l'effort constant, de l'absence de marge pour l'erreur, de ces journées où vous commencez à 6 heures sur un chantier et finissez à 22 heures sur un devis, et où entre les deux vous avez répondu à 12 messages clients, résolu un problème de livraison de matériel, et appelé 3 prospects qui ne vous ont pas rappelé. Thomas et moi avions des journées physiquement épuisantes. Nour, en plus de son propre emploi, passait ses soirées sur notre comptabilité. On se voyait le dimanche soir pour faire le point de la semaine, autour d'une table, avec du café et parfois quelque chose à manger qu'on partageait. Ces dimanches soirs sont devenus le rythme de notre vie commune, le moment où on mesurait ce qu'on avait accompli et ce qui restait à faire. Il y avait une chose que je n'avais pas anticipée dans la création d'Ampère Eco, et c'était la question de la présentation. Dans le monde du BTP résidentiel haut de gamme, qui était, je l'avais compris, le marché où les marges étaient réellement intéressantes, l'image comptait autant que la compétence. Les clients qui avaient de l'argent à dépenser dans leur rénovation regardaient d'abord comment vous vous présentiez avant de regarder ce que vous saviez faire. Et moi, avec mon nom, avec mon accent du Nord légèrement teinté de l'inflexion arabe que j'avais hérité de mes parents, avec mon physique qui ne correspondait pas au profil du bon artisan de confiance que les journaux de décoration représentent dans leurs reportages, je me heurtais parfois à des portes qui hésitaient à s'ouvrir. J'aurais pu en faire une source d'amertume permanente. Je ne l'ai pas fait. Non par résignation, mais par calcul. L'amertume est un carburant qui consume celui qui l'utilise plus que ceux contre qui on l'utilise. À la place, j'ai développé quelque chose que j'appelais, dans mon carnet, la compétence de la présentation, une façon d'entrer dans une pièce, de parler, de présenter un devis, de suivre un client, qui transmettait exactement ce que je voulais transmettre. Sérieux, précision, fiabilité. Ce n'était pas une performance, ce n'était pas faux. C'était moi, mais la version de moi que j'avais travaillée et polie comme on travaille un outil jusqu'à ce qu'il soit parfaitement adapté à son usage. Thomas, lui, avait un naturel qui lui ouvrait les portes sans effort apparent. Blond, souriant, avec cet accent du Nord chaleureux et ce sens de l'humour discret qui mettait les gens à l'aise en 30 secondes. On formait un duo complémentaire que nous avions mis en scène, peut-être un peu cyniquement mais efficacement. Thomas pour le premier contact, la mise en confiance, le rendez-vous client. Moi pour le devis technique, la réalisation, la démonstration de compétences. Ce n'était pas une stratégie que j'aurais formulée ainsi à voix haute à l'époque, mais c'est ce que nous faisions, et ça fonctionnait. La deuxième année, le chiffre d'affaires avait doublé. Nous avions embauché notre premier salarié, un jeune électricien de 22 ans nommé Kevin, qui était sorti d'un CAP avec des mains en or et une confiance en lui inversement proportionnelle à son talent. Je l'avais vu travailler 2 jours en tant qu'intérimaire et j'avais dit à Thomas, celui-là, on le garde. Thomas avait hoché la tête. Kevin avait pleuré quand je lui avais proposé le CDI, pas ouvertement,
Il s'était retourné vers son van et avait mis 2 minutes avant de revenir avec les yeux légèrement rouges, prétendant que c'était la poussière du chantier. J'avais eu la délicatesse de le croire. C'est aussi la 2e année que les choses s'étaient compliquées avec Thomas de façon inattendue. Pas une rupture, pas une trahison, mais une divergence de vision qui avait failli nous coûter l'association. Thomas voulait rester sur les particuliers, consolider ce qui fonctionnait, croître lentement. Moi, je voyais une opportunité dans les marchés professionnels, les syndics de copropriété, les gestionnaires d'immeubles commerciaux, des clients récurrents avec des volumes stables et des contrats de maintenance qui garantissaient du chiffre d'affaires sans avoir à chercher constamment de nouveaux clients. C'était un autre niveau de complexité administrative, un autre niveau d'exigence, mais c'était aussi un autre niveau de stabilité. La réunion du dimanche soir, où nous avons eu ce désaccord, avait duré 4 heures. La table était couverte de tasses vides et de feuilles griffonnées. Nour, qui ne prenait jamais parti dans nos désaccords, était restée silencieuse pendant les 3 premières heures, observant, notant. Et puis elle avait dit, d'une voix posée qui avait coupé court à nos 2 argumentations parallèles, « Vous avez tous les 2 raison. Et vous avez tous les 2 tort. Lucas a raison sur la stratégie de croissance. Thomas a raison sur le risque administratif. Alors la question n'est pas qui a raison. La question est comment on fait les 2 en même temps sans se noyer. » On l'avait regardé. Comment? Avait dit Thomas. On commence par un seul contrat de syndic, avait-elle répondu. Petit, avec un syndic qui accepte de nous laisser entrer parce qu'il cherche un prestataire fiable et pas forcément le plus gros. On le gère impeccablement pendant 6 mois. On documente tout. Et dans 6 mois, on a un référence qu'on peut montrer aux autres. C'est un investissement de 6 mois pour un marché de plusieurs années. Il y avait eu un silence. Thomas regardait ses mains. J'attendais. D'accord, avait dit Thomas finalement. Mais si ça nous prend plus de 20% du temps disponible sans retour financier dans les 6 mois, on réévalue. Notez, avait-je dit. Notez, avait dit Nour en tournant une page de son carnet. Le syndic que j'avais trouvé s'appelait Cabinet Dumont, une structure familiale qui gérait une trentaine de copropriétés dans la métropole lilloise et dont le dirigeant, un homme de 60 ans nommé Bernard Dumont, avait la réputation d'être exigeant mais loyal envers ses prestataires. Je l'avais rencontré dans son bureau, un bureau encombré de dossiers cartonnés et qui sentait le café et l'encre d'imprimante. Il m'avait regardé arriver avec cette attention évaluatrice des gens qui ont appris à juger les gens à la façon dont ils entrent dans une pièce. « Qu'est-ce qui vous différencie des autres ?» m'avait-il demandé directement, sans préambule. On répond dans les 2 heures pour les urgences, 7 jours sur 7. On respecte les devis. On documente tout avec photo avant et après. Et si on commet une erreur, on la corrige à nos frais sans discussion. Tout le monde dit ça. Je sais. C'est pour ça que je ne vous demande pas de me croire. Je vous propose de vérifier sur un essai de 3 mois sur votre plus petite copropriété. Si vous n'êtes pas satisfait, vous ne nous devez rien. Dumont m'avait regardé encore. Il avait un stylo qu'il faisait tourner entre ses doigts avec l'automatisme d'un vieux geste. Copropriété rue Gambetta, avait-il dit. 18 lots. Tableau électrique à remettre aux normes et une installation de ventilation mécanique défaillante. Vous faites le devis et on verra. J'étais sorti de ce bureau avec le devis à réaliser et une adresse. Pas un contrat, mais une chance. Et une chance, dans mon système de valeurs construit depuis Roubaix, ça se transforme en résultat. On avait réalisé les travaux rue Gambetta en 15 jours, dans les délais annoncés, avec un soin documentaire, photos à chaque étape, compte rendu d'intervention le soir même, disponibilité téléphonique permanente qui avait visiblement surpris Bernard Dumont. Il m'avait appelé à la fin des travaux. Ben Saïd, avait-il dit, votre documentation est meilleure que celle de mon prestataire précédent qui fait ça depuis 20 ans. Merci. Ce n'est pas un compliment, c'est un constat. Je vous envoie 2 autres copropriétés la semaine prochaine. C'était ça, le point de bascule. Non pas un grand moment dramatique, pas une annonce qui illumine tout d'un coup. Juste un homme qui fait tourner un stylo entre ses doigts et qui dit 2 autres copropriétés. Dans le langage du réel, c'est comme ça que les vies changent. Je me souviens du soir où j'avais raccroché après cet appel. J'étais dans le van, garé dans une rue de l'Île-et-Lem, et la nuit tombait sur la ville avec cette lenteur de novembre qui donne au crépuscule une qualité presque mélancolique. J'avais posé le téléphone sur le siège passager. J'avais regardé droit devant moi, les mains sur le volant, sans allumer le moteur. Il y avait quelque chose qui montait dans la poitrine, pas de la joie exactement, quelque chose de plus calme et de plus profond, quelque chose qui ressemblait à la confirmation d'une intuition qu'on portait depuis longtemps sans pouvoir la vérifier. Que la méthode était la bonne. Que la rigueur payait. Que la patience, dans ce secteur, était une forme de stratégie et pas seulement une vertu. Je n'avais pas appelé Thomas tout de suite. J'avais savouré ce moment seul, comme on savoure les choses qui n'ont besoin d'aucun témoin pour être réelles.
À la fin de la deuxième année, le cabinet Dumont représentait 11 copropriétés dans notre portefeuille de clients. Nous avions recruté 2 plombiers supplémentaires et un second électricien. Thomas gérait le pôle plomberie-chauffage. Moi le pôle électricité-domotique. Nour avait quitté son emploi salarié et rejoignait Ampère Eco à temps plein, parce que les chiffres justifiaient maintenant son poste. Je me souviens du soir où elle était venue me l'annoncer, debout dans l'entrée du bureau qu'on avait maintenant loué, un rez-de-chaussée de 100 mètres carrés dans une zone industrielle de la Madeleine, sobre et fonctionnelle, avec une odeur de peinture fraîche et de câbles neufs. Elle avait posé sa lettre de démission sur mon bureau avec le geste précis d'une personne qui a pris une décision irréversible. « Tu es sûr ?» avais-je demandé. « Les chiffres sont sûrs. Moi je suis sûr. C'est suffisant. » J'avais rangé la lettre dans le tiroir de mon bureau. C'était un des moments les plus importants de cette histoire, même si ça ne ressemblait à rien de spectaculaire. Quand quelqu'un de bien décide de lier son destin au vôtre professionnellement, ça signifie que vous avez construit quelque chose qui mérite qu'on lui fasse confiance. C'est un jugement plus fiable que n'importe quel chiffre. La troisième année a été celle de la crise que je n'avais pas vu venir. Ou plutôt que j'aurais dû voir venir, et que quelque chose en moi avait peut-être choisi de ne pas regarder. L'entreprise allait bien. Trop bien, peut-être, dans le sens où la croissance nous avait conduit à embaucher vite et à faire confiance à des gens qu'on n'avait pas eu le temps de vraiment connaître. Parmi les embauches de cette période, il y avait Sébastien Vallet, chef de chantier que j'avais recruté pour gérer les interventions dans les copropriétés pendant que Thomas et moi travaillions au développement commercial. Vallet avait un excellent CV, de bonnes références, et une façon de se présenter qui inspirait confiance. Il était efficace pendant les 3 premiers mois. Et puis j'avais commencé à remarquer des choses. Des clients qui se plaignaient de petits détails, un travail non terminé ici, une facture qui ne correspondait pas exactement au devis là. Des choses qui pouvaient chaque fois s'expliquer, et que Vallet expliquait toujours avec cette aisance légèrement trop fluide de quelqu'un qui a préparé ses réponses. Je notais, sans encore mettre de mots sur ce que je ressentais. C'est Nour qui avait mis les mots. Un jeudi soir, tard au bureau, elle était venue s'asseoir en face de moi avec son expression de quelqu'un qui a quelque chose à dire et qui a décidé de le dire. « Tu as regardé les notes de frais de Vallet du mois dernier ? » ?»« Pas encore, avais-je répondu. »« Regarde. » Elle avait posé une feuille sur le bureau. J'avais regardé. Les notes de frais étaient gonflées, pas d'une façon évidente, mais d'une façon que seul quelqu'un qui regardait vraiment les chiffres pouvait voir. Des kilomètres surestimés, des repas facturés 2 fois avec des libellés légèrement différents, du matériel apparemment commandé pour des chantiers où ce matériel n'avait aucune raison de figurer. En tout, sur 4 mois, environ 3 500 € prélevés progressivement, avec une méthode qui suggérait l'habitude. J'avais posé la feuille. Je n'avais rien dit pendant 30 secondes. « Tu es certaine ?» avais-je demandé finalement. J'ai vérifié 3 fois, avait dit Nour. Oui. Ce soir-là, j'avais marché longtemps dans les rues de Lille. Pas par désespoir, la somme était récupérable, l'entreprise ne courait pas un risque existentiel. Mais par une forme de déception amère et froide. J'avais cru voir en Vallet quelqu'un de fiable. J'avais fait confiance à une image sans vérifier suffisamment la réalité dessous. C'était la même erreur que j'avais faite avec le gérant de la résidence, 5 ans plus tôt, la confiance accordée trop vite, sans garde-fou, sans validation. J'avais appris à protéger la trésorerie contre les clients défaillants. Je n'avais pas encore appris à protéger l'entreprise de l'intérieur. La confrontation avec Vallet avait eu lieu le vendredi matin. Je l'avais convoqué dans mon bureau à 8 heures, avant l'arrivée des autres. Thomas était présent, assis contre le mur, silencieux. Nour avait préparé un dossier avec les documents. Vallet était entré avec sa démarche habituelle, détendu, assuré. Il s'était assis. J'avais posé le dossier sur le bureau. Je voudrais qu'on regarde ensemble vos notes de frais des 4 derniers mois, avais-je dit. Il avait baissé les yeux vers le dossier. Quelque chose avait changé imperceptiblement dans sa posture, une légère raideur, une légère tenue. Il y a un problème, avait-il dit avec cette désinvolture calculée. 3 540 € de frais qui ne correspondent pas au chantier documenté, avais-je répondu. Voici les détails. Un silence. J'avais regardé Vallet regarder les documents. J'avais vu le moment exact où il avait compris que la marge de manœuvre pour une explication plausible était nulle. Son visage avait changé. Pas radicalement, pas la panique ou l'effondrement qu'on voit dans les films. Juste un léger tassement, comme quelqu'un qui lâche quelque chose qu'il tenait depuis un moment. Ce sont des erreurs, avait-il commencé. Sébastien, avais-je dit d'une voix parfaitement calme, ne perdons pas de temps tous les deux. Vous avez le choix entre 2 options. La première, vous remboursez la somme intégrale avant vendredi prochain, vous partez avec une rupture conventionnelle et cette affaire reste entre nous. La deuxième,
Je dépose une plainte pour abus de confiance, l'inspection du travail est saisie, et vous portez ça sur votre casier. À vous de choisir. Le silence a duré peut-être 10 secondes. Thomas contre le mur ne bougeait pas. Je vais rembourser, avait dit Valet à voix basse. Bien. Vous avez vos affaires personnelles à récupérer? Oui. Prenez-les maintenant. La rupture conventionnelle est prête à la signature. Nour vous l'apportera dans 10 minutes. Il était parti sans regarder ni Thomas ni moi. La porte s'était refermée. Thomas avait lâché un long souffle. Comment tu es aussi calme? Avait-il dit. Parce que la colère ne récupère pas les 3500 € plus vite que la logique, avais-je répondu. Thomas avait ri, ce rire court, presque incrédule, qu'il avait quand je disais quelque chose qui le surprenait. L'épisode Valet avait conduit à une révision complète de nos procédures internes, un système de validation des notes de frais, des audits aléatoires mensuels, des limites d'autorisation par niveau hiérarchique. Nour avait passé 2 semaines à restructurer ces processus avec une minutie qui m'avait à la fois impressionné et légèrement culpabilisé. Tout ça aurait dû être en place dès le début. On apprend en marchant, avait-elle dit simplement, en fermant le dernier classeur. L'important, c'est d'apprendre. Il y avait quelque chose que l'épisode Valet m'avait également appris sur moi-même, quelque chose de moins confortable à regarder en face, que la confiance, pour moi, était encore liée à un besoin inconscient de valider les gens rapidement, de décider trop vite qu'ils étaient de mon côté. C'était un trait que je pouvais suivre jusqu'aux origines, l'enfant du quartier de l'Alma qui avait appris que les alliés étaient rares et précieux, et qui avait développé en réponse une loyauté rapide, parfois trop rapide. Dans ma vie personnelle, c'était une qualité. Dans la gestion d'une entreprise en croissance, c'était un risque. La leçon de Valet n'était pas « ne fais plus confiance à personne ». C'était « fais confiance lentement et vérifie en continu ». La différence entre les deux est immense, même si elle tient dans quelques mots. La 4e année a été celle où tout s'est accéléré d'une façon que je n'aurais pas su prévoir. Une conjonction de choses, le marché de la rénovation énergétique qui explosait avec les nouvelles obligations légales, notre positionnement naturel dans ce segment avec notre double compétence électricité-plomberie-chauffage, et un appel d'offres que nous avions remporté par hasard, ou plutôt par la combinaison de compétences et de chance que les gens appellent souvent simplement chance pour ne pas avoir à analyser les deux composantes séparément. L'appel d'offres venait d'un bailleur social de la métropole lilloise, Habitanor, qui cherchait un prestataire pour la rénovation énergétique de 87 logements répartis dans 3 résidences de Villeneuve-d'Ascq. Le dossier était conséquent, 800 000 € de travaux sur 18 mois. C'était 6 fois notre chiffre d'affaires annuel de l'époque. C'était, objectivement, trop gros pour nous. J'avais quand même répondu à l'appel d'offres. Thomas avait regardé le montant et avait dit « Lucas, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas le faire seul », avais-je répondu. Mais en groupement avec 2 autres entreprises, si. Quelles entreprises? Je cherche. J'avais passé 4 jours à contacter des entreprises du Nord, des artisans que je connaissais de réputation ou de rencontres, des structures de taille comparables à la nôtre. J'avais finalement constitué un groupement avec 2 sociétés. Une entreprise de menuiserie-isolation de Tourcoing dirigée par un Flamand de 60 ans nommé Van der Brugge, qui avait une réputation de travail irréprochable et un caractère aussi aimable qu'une porte de garage, et une entreprise de chauffage de Douai. On avait monté le dossier de réponse en 10 jours, travaillant en parallèle, se répartissant les lots techniques, nous rassemblant les éléments financiers avec cette précision d'horlogère qui faisait qu'on lui faisait confiance les yeux fermés. La réponse d'Habitanor était arrivée un mardi matin. J'étais dans le van, garé devant une copropriété de Marc-en-Barœul. Mon téléphone avait vibré. J'avais lu le mail 2 fois. Puis j'avais appelé Thomas. On a eu le marché. Un silence. Sérieusement? Avait dit Thomas. Mail d'attribution. Dossier retenu en première position. Un autre silence. J'entendais Thomas respirer au téléphone. Putain, avait-il dit finalement. Putain, Lucas. Ouais. On n'avait pas dit grand-chose de plus. Ce n'était pas nécessaire. Le chantier Habitanor avait duré 20 mois, 2 mois de plus que prévu, pour des raisons indépendantes de notre volonté, essentiellement des délais de livraison de matériaux que la crise des approvisionnements de cette période avait rendus imprévisibles. Mais on avait tenu la qualité et le budget. Van der Brugge, que j'avais appris à apprécier derrière sa brusquerie première, m'avait serré la main à la fin du dernier chantier avec une fermeté qui valait compliment. « Je retravaillerai avec vous », avait-il dit. C'était son mode de communication, direct, sans ornement, entier. La signature du bilan de fin de chantier avec Habitanor m'avait valu quelque chose d'inattendu, une invitation à une réunion du réseau des prestataires agréés du bailleur social. Une réunion à laquelle participaient les DRH, les directeurs de travaux et les représentants des autres entreprises partenaires. Je m'étais retrouvé assis autour d'une grande table de réunion dans les bureaux modernes d'Habitanor, entouré de gens qui portaient des costumes et dirigeaient des entreprises de 30, 50, 100 salariés.
5 ans plus tôt, j'avais un sac de sport et 92 euros. Je pensais à ça sans le dire, en buvant un café dans un gobelet en carton, en regardant le responsable travaux d'Habitat Nord présenter les projets de rénovation énergétique pour les 3 années suivantes. Je pensais à ça comme on pense à quelque chose de réel dont on a du mal à mesurer la distance. Après la réunion, le directeur des services techniques du bailleur, un homme de 45 ans nommé Frédéric Gauthier, s'était approché de moi dans le couloir. « Ben Saïd, votre groupement a fait un bon travail sur les résidences de Villeneuve, avait-il dit. Comment vous voyez la suite ? On cherche à développer notre présence dans la rénovation énergétique, avais-je répondu. C'est notre cœur de métier, et c'est là que le marché est. Vous avez des projets ? On a 80 lots à Roubaix qui vont rentrer dans le programme national de rénovation. Appel d'offres dans 4 mois. Je vous suggère de préparer votre dossier sérieusement. Gauthier était reparti sans attendre de réponse. Ce n'était pas une promesse, ce n'était pas un accord, c'était une information. Et une information donnée par quelqu'un qui connaît votre travail vaut infiniment plus qu'un appel d'offres ouvert à tous vents. Roubaix. La ville de mon enfance. La ville de l'Alma et des appartements aux façades grises et du froid qui entraient sous les portes. Je revenais à Roubaix, non plus comme un enfant du quartier qui cherche à en partir, mais comme un entrepreneur qui vient y travailler sur commande. Je ne sais pas exactement ce que j'ai ressenti à ce moment-là dans le couloir des bureaux d'Habitat Nord. Quelque chose de complexe, quelque chose qui avait plusieurs couches. La fierté, la mélancolie, la gratitude vers quelque chose que je n'aurais pas su nommer clairement. Je savais juste que ce n'était pas anodin. Que certains retours ont un sens que d'autres voyages n'ont pas. Nous avions remporté le marché de Roubaix. 120 lots dans 4 résidences, dont 2 dans le quartier de l'Alma. Je l'avais appris par le même canal que le précédent, un mail un mardi matin, dans un van garé devant un immeuble. Cette fois, au lieu d'appeler Thomas, j'avais appelé mon père. « Papa, mon fils, qu'est-ce qui se passe ? On vient de décrocher un marché à Roubaix. Dans l'Alma. » Un silence. Plus long que d'habitude. Dans l'Alma, avait répété mon père doucement. « Oui. Ta mère va pleurer quand elle va savoir. Et toi ? » Une autre pause. J'entendais sa respiration au téléphone. Cette respiration régulière d'un homme de 65 ans qui a passé sa vie à travailler et qui a appris à ne pas trop s'accorder d'émotions de peur que ça coûte. Moi, avait-il dit, j'avais confiance depuis le début. Mais là je suis très fier, Lucas. Sa voix s'était légèrement fissurée sur le dernier mot. Juste légèrement. Ça m'avait suffi. Le premier jour du chantier de l'Alma, j'y étais allé en personne, ce qui n'était pas habituel pour moi à ce stade, j'avais des chefs de chantier pour ça, des équipes formées, des procédures. Mais je voulais être là. Je voulais poser le pied dans la rue de mon enfance en tant qu'entrepreneur, non plus en tant qu'enfant qui cherche à s'échapper. C'était un besoin que je n'aurais pas su expliquer rationnellement, mais que je n'ai pas cherché à rationner. Certaines choses méritent d'être vécues pleinement, sans se demander si c'est efficace ou nécessaire. C'est simplement juste. J'avais garé le van dans la rue que je connaissais par cœur, le tracé des trottoirs, la disposition des entrées, la façon dont la lumière tombait l'après-midi selon la saison. Les immeubles avaient la même façade que dans mon souvenir, peut-être un peu plus usée encore. Des enfants jouaient en bas d'un bâtiment avec le même bruit de basket sur le béton que j'avais entendu pendant toute mon enfance. J'étais resté un moment debout devant l'entrée du premier immeuble, la main sur la clé de chantier que Kevin m'avait tendue. Kevin m'avait regardé sans comprendre ce que j'attendais. « Tout va bien », avait-il dit. « Oui », avais-je répondu. Et on était entré. La 5e année a vu Ampère Eco atteindre 8 millions d'euros de chiffre d'affaires, 34 salariés, et une implantation dans 4 départements du Nord et du Pas-de-Calais. Thomas avait développé le pôle chauffage avec une compétence qui avait définitivement dépassé son profil initial de plombier. Il était maintenant en mesure de diriger des chantiers de systèmes thermiques complexes dans des bâtiments de grande surface. Nour avait embauché 2 collaboratrices en comptabilité et avait commencé à structurer un service administratif qui ressemblait maintenant à quelque chose de professionnel et de pérenne. Kevin, le premier salarié, était devenu responsable technique du pôle électricité, formant lui-même des jeunes apprentis avec une patience et une exigence qui m'avaient rappelé, un jour où je l'observais, Madame Jourdan derrière son comptoir de bibliothèque. J'avais passé une matinée à l'observer travailler avec 3 apprentis sur un tableau électrique qu'il démontait et remontait en conditions réelles. Kevin ne faisait pas à leur place. Il attendait qu'ils commettent une erreur, puis il posait une question. « Pourquoi tu as fait ça dans cet ordre ?» Et il attendait que l'apprenti trouve lui-même la réponse. Si l'apprenti ne trouvait pas, il lui posait une question plus simple. Puis une autre. Jusqu'à ce que la compréhension arrive de l'intérieur plutôt que de l'extérieur. C'était une pédagogie intuitive, construite par l'expérience, que personne ne lui avait enseignée formellement. En le regardant ce matin-là, j'avais pensé à mon père qui me montrait comment réparer les prises électriques dans l'appartement de l'Alma. La même méthode,
transmises de main en main sans qu'on s'en rende toujours compte. C'est comme ça que les choses importantes se transmettent. Pas dans des manuels, pas dans des formations, mais dans ces moments où quelqu'un qui prend le temps de regarder quelqu'un qui apprend et décide que ça vaut la peine d'attendre. Je me souvenais de Madame Jourdan souvent. Je lui avais écrit une lettre, l'année précédente, une vraie lettre, à la main, envoyée à la bibliothèque municipale de Villefranche avec l'espoir qu'elle y travaillait encore ou qu'on la lui transmettrait. Je lui avais expliqué, brièvement, ce que son geste d'octobre avait représenté pour un enfant de 10 ans qui demandait des livres sur les ponts. Je ne savais pas si elle lirait la lettre. Je l'avais envoyée pour moi autant que pour elle. 2 semaines plus tard, j'avais reçu une enveloppe à l'adresse de l'entreprise. Madame Jourdan était à la retraite depuis 2 ans, mais la bibliothèque lui avait transmis ma lettre. Elle répondait en 3 lignes, à l'encre bleue, d'une écriture légèrement tremblante. « Monsieur Ben Saïd, votre lettre m'a été transmise. Je me souviens de vous. Je me souviens de tous les enfants qui demandent des livres sur les ponts. Merci de m'avoir dit. » J'avais gardé cette enveloppe dans le tiroir de mon bureau, sous le dossier de Roubaix. Il y avait eu, au cours de cette 5e année, une soirée à laquelle j'avais assisté à l'invitation de la Chambre de commerce et d'industrie du Nord, une soirée de remise de prix pour les entreprises régionales, avec buffet, discours, et cette légère gêne collective de gens qui savent qu'ils sont là pour se voir être reconnus. J'avais reçu un prix de la catégorie PME en forte croissance, un trophée en verre acrylique que j'avais tenu dans les mains quelques secondes avant de le poser sur la table à côté de mon verre d'eau. Je n'avais pas fait de grands discours. Je n'avais pas de mots préparés. J'avais juste dit, je suis parti de rien. Ce prix appartient aux gens qui ont fait le chemin avec moi. Puis j'étais retourné à ma place. À côté de moi, ce soir-là, était assis un homme d'affaires de Lille, Philippe Dervaux, président d'un groupe de services immobiliers régional. On avait parlé pendant le dîner de l'évolution du marché de la rénovation, des enjeux de la transition énergétique, de la difficulté à trouver de bons artisans fiables. Il m'avait posé des questions précises, le genre de questions que posent les gens qui veulent vraiment comprendre et pas seulement meubler une conversation de table. À la fin du dîner, il m'avait donné sa carte. Ben Saïd, je pense qu'on a des choses à se dire professionnellement. Appelez-moi la semaine prochaine. J'avais regardé la carte. Philippe Dervaux. Groupe Dervaux Immobilier. Que j'avais vu dans les journaux économiques locaux. Que je connaissais de réputation comme un opérateur sérieux avec un portefeuille de 450 logements dans la région. 450 logements qui avaient tous, un jour ou l'autre, besoin d'électricité et de plomberie et de chauffage. J'avais rangé la carte dans ma poche. Je l'avais appelé le mardi suivant. Notre premier contrat de maintenance annuel couvrait 68 immeubles. C'était le début d'un partenariat qui allait représenter, 3 ans plus tard, le quart du chiffre d'affaires du groupe. Le groupe Ampère Eco était devenu un groupe depuis quelques mois, avec la création d'une holding qui chapeautait 3 entités. Ampère Eco Original pour les travaux BTP, Ampère Énergie pour les installations photovoltaïques et les systèmes de pompe à chaleur, et Ampère Formation, une petite structure d'apprentissage qui formait des électriciens et des plombiers en contrat d'apprentissage, parce que le secteur manquait cruellement de main-d'œuvre qualifiée et que former nos propres techniciens était à la fois une réponse pratique à ce manque et une façon de rendre quelque chose à des jeunes qui cherchaient un chemin comme j'en avais cherché un. Ampère Formation, c'était l'idée de Kevin, curieusement. Kevin qui formait des apprentis depuis 2 ans avec cette patience que je n'aurais pas su lui prédire quand je l'avais vu pour la première fois, les yeux rouges de poussière de chantier dans son van. Il était venu me voir un lundi matin, avait frappé à la porte de mon bureau avec ses 2 poings parce que ses mains étaient occupées à tenir un carnet et un café, et il avait dit « J'ai une idée pour les apprentis. Est-ce que tu as 10 minutes ?» Il avait eu 2 heures. Ma mère avait visité les bureaux d'Ampère Eco un samedi de septembre, lors d'une journée portes ouvertes que nous organisions pour les familles des salariés. Elle était venue avec mon père et ma sœur Samira. Ils avaient fait le tour des locaux, regardé les équipements, serré des mains. Ma mère avait regardé tout ça en silence, les yeux brillants d'une façon qu'elle maîtrisait à peine, la main de mon père dans la sienne. À un moment, dans le couloir, elle s'était arrêtée devant la plaque sur la porte de mon bureau. Lucas Ben Saïd, président. Elle l'avait lu 2 fois. Puis elle m'avait regardé et avait dit quelque chose à voix si basse que j'avais dû me pencher pour l'entendre. Elle avait dit « Ton grand-père qui vendait des légumes dans la rue à Alger. Il aurait aimé voir ça. » Puis elle avait touché la plaque du bout des doigts, rapidement, comme on touche quelque chose de sacré. Je n'avais pas répondu. Il n'y avait rien à répondre à ça. L'huissier qui m'avait repris les clés de l'appartement, le soir de janvier, je ne l'ai jamais revu. Je ne sais pas s'il se souvient de cette visite parmi les dizaines qu'il doit faire chaque mois, dans des appartements vides qui sentent la poussière et les vies des fêtes. Je ne lui en veux pas. Il faisait son travail. Et moi, ce soir-là, j'avais commencé le mien. Aujourd'hui, quand j'arrive au bureau le matin, le nouveau bureau,
dans un immeuble propre de l'île-Centre avec une réception et une salle de réunion vitrée et une terrasse sur le toit où on déjeune l'été. Je passe parfois devant la fenêtre du hall qui donne sur la rue. La rue est ordinaire. Des voitures, des passants, des gens qui ont leur propre histoire dont je ne sais rien. J'ai dans mon tiroir, sous le dossier de Roubaix et l'enveloppe de Madame Jourdan, le carnet dans lequel j'écris depuis l'âge de 17 ans. Yacine, mon petit frère, celui que mes parents appelaient le Soleil, travaille maintenant chez Ampère Formation comme coordinateur pédagogique. Il avait fait des études de droit, puis changé de cap à 26 ans pour rejoindre le secteur de la formation professionnelle, un domaine qui le passionnait depuis longtemps. Quand je lui avais proposé le poste, il m'avait regardé avec cette expression mi-sérieuse mi-amusée qui était la sienne depuis l'enfance. « Tu vas travailler avec ton grand frère, ça ne te pose pas de problème ?» lui avais-je demandé. « Tu veux rire ? Ça me pose surtout le problème de devoir être à l'heure. » On avait ri. C'était suffisant. Ma sœur Samira, elle, avait choisi une autre voie, infirmière, responsable d'un service de pédiatrie dans un hôpital de Lille, une femme d'une énergie et d'une rigueur qui faisait que les deux attributs que mes parents nous avaient transmis, la dignité du travail bien fait et la douceur dans la relation aux autres, s'incarnaient en elle avec une limpidité que j'admirais sincèrement. On se voyait régulièrement, tous les trois, parfois chez mes parents à Roubaix pour des déjeuners du dimanche, où ma mère cuisinait pour 12 même quand on n'était que 7. Thomas et moi dirigeons le groupe ensemble, comme au premier jour, avec les mêmes règles non écrites qui avaient structuré notre association depuis la table de sa cuisine en 2014. On se dit les choses directement, on ne prend pas de décision importante sans que l'autre soit dans la boucle, et on ne laisse jamais les désaccords se transformer en rancœur silencieuse. C'est une hygiène relationnelle simple, mais qui demande une discipline quotidienne. Nous l'avons tenue jusqu'ici. Nour, après 10 ans, est devenu actionnaire minoritaire du groupe. Ce n'était pas une décision difficile à prendre, elle était actionnaire en acte depuis longtemps, même quand les papiers ne le reflétaient pas encore. Le jour où elle avait signé les documents de cession départ, elle avait rangé son stylo dans son sac avec cette neutralité pratique qu'elle avait pour les moments importants et elle avait dit « Bien. Maintenant qu'on a réglé la paperasse, est-ce qu'on peut parler du budget Q3 ?» Thomas avait éclaté de rire. Moi aussi. Nour nous avait regardé avec la patience de quelqu'un qui cohabite depuis 10 ans avec deux personnes qui rient des mêmes choses pour des raisons qu'elle ne comprend pas toujours mais qu'elle accepte. J'avais dit quelque chose, lors d'une de nos réunions du dimanche soir de l'année dernière, une réunion qui avait dévié de l'ordre du jour et était devenue une conversation sur ce que nous voulions faire des 10 prochaines années, quelque chose qui avait surpris Thomas. Je lui avais dit que l'objectif n'était pas de continuer à croître indéfiniment. Que ce que je voulais, c'était construire quelque chose qui tienne 100 ans. Une entreprise qui aurait encore du sens et de l'utilité le jour où aucun de nous trois ne serait plus là pour la diriger. 100 ans, avait répété Thomas. C'est ambitieux. Pas tant que ça, avais-je dit. Un bâtiment bien construit tient 200 ans. On fait ça tous les jours. Pourquoi pas une entreprise? Il y avait eu un silence. Nour avait souri. Je ne l'ai plus beaucoup, le carnet noir. Depuis quelques années, les journées sont pleines d'une façon différente, d'une façon qui laisse moins de temps pour s'asseoir et mettre des mots sur ce qu'on ressent. Mais ce matin, avant de commencer, je l'avais sorti. J'avais regardé la couverture en carton noir, usée au coin. Et j'avais pensé à cette phrase de M. Delacour au lycée, celui qui avait des yeux bleus et une barbe grise en désordre. Ce qui distingue celui qui crée, c'est qu'il a appris à voir un problème là où les autres voient juste une situation. J'avais appris. Lentement, douloureusement, avec des erreurs qui avaient coûté cher et des nuits qui avaient duré longtemps. Mais j'avais appris. Et la leçon, je l'avais transmise autant que je le pouvais, à Kevin, à Yacine, aux apprentis d'Ampère Formation, à tous ceux qui passaient par nous avec un sac de sport métaphorique et une façon de chercher un chemin que je reconnaissais pour l'avoir vécu. J'ai fermé le carnet. J'ai commencé ma journée.